Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7 déjà, je ne l'avais pas dit depuis un petit moment, un peu plus, puis je l'oubliais. On vous fait en première partie un au son de la cloche et en deuxième partie un place au débat. Donc sujet en premier lieu qui est extrêmement d'actualité. En deuxième partie, c'est un petit peu un suivi là, sur un pays qu'on avait déjà parlé et qui continue à faire les manchettes pour quelques raisons. Je veux faire d'ailleurs une mention, je sais d'ailleurs Gab, tu vas faire le disclaimer comme à l'habitude, là, mais je veux tout de même faire mention dans les derniers épisodes, il y a eu des commentaires, comme on le mentionne souvent là, sur YouTube, qui est notre plateforme clé. Je pense que l'opinion de tout le monde est importante à partager, mais je pense qu'il y a quand même un peu de manière de présenter l'opinion qui doit être respectée. La courtoisie, en fait, est de mise. Je pense que c'est ça pour toutes les parties, là, d'ailleurs. Ça, c'est important de le mentionner. Je pense que c'est bien. On veut encourager encore une fois ce que tout le monde partage son opinion. Je pense seulement qu'il y a eu peut-être quelques petits débordements. Encore une fois, mention rapide à tous. J'en ai parlé également à Gab en off. Là, donc, je pense que les opinions sont importantes. La liberté de l'opinion de tous et encore une fois, le respect de l'opinion de tous est important. C'est bien de voir que les épisodes amènent, encore une fois, des discussions, mais il faut que ce soit constructif, à mon avis, encore une fois, bien formulé et encore une fois, basé sur le fait que chaque personne peut effectivement faire tout commentaire constructif tant que c'est bien présenté et que ça n'attaque pas autrui. Je pense que c'est correct. Donc, petite mention, c'est rare que je le fais. C'est rare que je suis légèrement pessimiste. Et on ne l'a pas fait non plus souvent dans les 7 saisons du podcast. Je sais souvent, en fait, vous l'avez vu peut-être également, des sujets assez intéressants qui ont fait boule de neige un peu sur YouTube dans les dernières semaines. En général, YouTube, on l'a toujours dit, c'est pas la plateforme clé qu'on utilise. En général, la majorité de vous, comme je le mentionne à la fin, nous écoutez sur les plateformes audio. Mais on a vu le YouTube avoir des vues qui sont un peu anormales par rapport à ce qu'on voit. On sait que ça vient toucher d'autres personnes qui peut-être nous écoutent pas depuis le début, depuis déjà plus de 3 ans. Là, donc c'est sûr que ça augmente les auditoires, mais assurez-vous, encore une fois, là, de faire ça de manière courtoise, autant ceux qui sont avec nous depuis des années que ceux qui se joignent pour un épisode par-ci par-là. Important de mettre des balises claires. Donc, encore une fois, c'est mon petit moment modérateur. Je ne suis pas quelqu'un qui participe à des débats fréquemment et je ne suis pas non plus quelqu'un qui répond souvent aux commentaires. Ça, je m'en excuse d'ailleurs pour ça. Ceux qui peuvent me reprocher de ne pas nécessairement contribuer énormément aux discussions. Dans les commentaires après les épisodes, merci à Gab de faire ça et de faire les suivis, les réponses et tout. Là, ça, c'est apprécié, mais je pense que c'est important de le mentionner. Si vous voulez faire des commentaires, quoi que ce soit, faites-le de manière courtoise. On veut lire vos opinions, mais on veut lire des opinions qui sont constructives et c'est, encore une fois, des deux côtés pour toutes les parties prenantes impliquées. J'ai fait un méga disclaimer plus sur la manière dont on peut formuler notre opinion, encore une fois, et respecter l'opinion d'autrui. Je te laisse par contre, Gab, quand même faire un disclaimer pour l'épisode d'aujourd'hui qui va être axé un peu sur un volet boursier, mais également sur un volet opinion, là, comme d'habitude, dans le place au débat. Ouais, bah tu l'as bien dit, JP. Puis pareil, je vais faire court parce que t'as bien dire, mais c'est ça, le but, évidemment, vous le savez, surtout dans les places au débat, c'est ça, c'est ça reflet évidemment notre opinion, ça peut être biaisé, etc. Vous êtes libre, effectivement, de pouvoir répondre ou amener des commentaires constructifs en commentaire si vous êtes intéressé. Ça nous fera très plaisir de vous lire et puis si jamais c'est en audio, bah, de vous écouter. Enfin bref, sachez-le. Toujours très apprécié, puis ça nous permet aussi de suivre les sujets qui vous intéressent, etc. Donc évidemment, c'est pas tout ce qu'on dit, et ça c'est plus pour la section marché, vous le savez, c'est pas tout ce qu'on dit, évidemment c'est notre opinion personnelle, encore une fois, c'est pas une recommandation officielle de placement, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert, quiconque aussi est autorisé, là où vous vous trouvez, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous aussi c'est quelles les meilleures alternatives pour vous sur le plan fiscal, personnel, au niveau des investissements, etc. Puis, encore une fois, la prudence est le limite. Faites vos propres recherches. Investir, c'est risqué, ça comporte des risques, évidemment, et vous devez être bien conscient, évidemment, de ces risques-là avant de mettre vos billes quelque part. Mais oui, en effet, je suis bien content, en tout cas, pour ton petit disclaimer, JP, puis... Encore une fois, mieux vaut être respectueux. Moi, j'ai pas de problème tant que c'est respectueux à ce qu'on apporte des contre-arguments. Au contraire, je vais être très satisfait. Mais en espérant, en tout cas, que le sujet d'aujourd'hui soit peut-être un peu moins clashant, etc., ou controversé, mais clivant. Donc, en tout cas, je pense qu'on est prêt. Je sais pas ce que t'en penses, JP, après ce long disclaimer à lancer le premier jingle. Absolument. Donc, commençons en force avec le premier segment, le au son de la cloche.
Parfait. Donc, premier sujet, je l'ai dit, extrêmement d'actualité. Ça a été justement sorti publiquement là, dans plusieurs bons médias financiers. Le retour de Michael Burry, là, le nom sonne des cloches pour plusieurs personnes qui ont écouté The Big Short, de la firme Sion Asset Management. À l'époque, il avait fait le fameux bid short face au marché immobilier américain qui avait rapporté énormément. Ceux qui ont écouté le film et c'est peut-être la seule recommandation qu'on fait, c'est dans le monde des films et des articles, mais ce film-là est excellent. Très bonne vulgarisation, mais on avait vu, il y avait un claim to fame, autant il avait été un petit peu mis sous pression par ses investisseurs à l'époque, mais avec le retour qu'il avait fait sur cette position-là, il a encore à ce jour une renommée quand même assez notoire avec sa position, toujours liée à Sion, et bien évidemment, il n'a pas eu des positions aussi majeures qui ont rapporté, mais son fameux claim to fame, sa renommée, si on peut dire, à Wall Street et plus globalement au niveau des différents du monde financier, du monde des marchés boursiers, s'est maintenu. Également, dit Michael Burry, dès qu'il va avoir un événement comme celui qui a été annoncé aujourd'hui, c'est sûr que les articles, les journaux vont prendre ça, ils vont l'imprimer partout parce que son nom, comme on a dit, amène des podcasts comme nous à décider de vouloir en parler. Il a pris tout récemment, encore une fois, c'est pas exactement aujourd'hui parce que la sortie publique vient du filing qu'il devait faire au niveau du Securities and Exchange Commission, mais ça a été fait récemment tout de même. Il a pris une position short assez majeure, une position bearish sur des options put liées à des ETF. Un ETF sur le S&P 500 puis un ETF sur le Nasdaq 100, si je ne me trompe pas. On parle du SPY et du QQQ pour être exact. Au niveau du SPY, là, on parle d'une position de, je pense, 866 millions et sur le Nasdaq, on parle de 739 millions en termes d'exposure en put. Et on parle présentement, là, selon les statistiques, ça serait 90% des assets under management de Sion qui seraient maintenant dans des put options. Petite mention, petit disclaimer, il n'avait pas besoin dans son filing qu'il a fait au niveau du SEC de mentionner si c'était des cas. En fait, on sait que c'est des puts, là, mais le strike et l'expiry, on ne le sait pas. Donc, il y a certaines théories, puis je vais en parler un petit peu plus après. Là, je voulais introduire un peu le sujet, là, mais il y a certaines théories qui disent est-ce que c'est réellement une position bearish sur le moyen terme? Est-ce que c'est quelque chose qui va un tournant de marché majeur dans les prochains mois? Ou est-ce que c'est juste qu'il veut profiter de la volatilité liée, je pense qu'il y a cette semaine, là, une autre rencontre liée à la Banque centrale américaine, à la Fed. Et donc, peut-être que c'est ça également. Mais tout ça pour dire que 90% présentement des assets under management de Sion sont dans une position bearish, dans des put options sur deux indices là, qui représentent en fait les plus grandes capitalisations boursières américaines. Donc, une grosse position bearish sur le marché boursier, le marché des actions américaines. C'est sûr que Burry, comme on l'a dit, là, dès que son nom sort, c'est quand même important. Il y a d'ailleurs à peu près 1,4 million, je pense, d'abonnés sur Instagram qui vont suivre un peu à la lettre. Il y en a même, je pense, qui répliquent le genre de recommandations, entre guillemets, ou le genre de message cryptique qu'il va mentionner sur les positions qu'il prend lorsque ce n'est pas quelque chose qui sort publiquement. Là. Donc, c'est quelqu'un qui a une forte exposure puis une certaine prestance au niveau des marchés qui amène quand même à se poser des questions. On sait que depuis le début de l'année, les marchés boursiers n'ont pas été en très mauvaise posture. Là, je pense que le S&P 500 a pris 16%, le Nasdaq 100 a pris 38%. Là, donc, ça a été des hauts et des bas. On l'a vu, là, les closings d'une semaine à l'autre n'étaient pas parfaits, mais on n'a pas vécu le fameux doom, pardon de l'anglicisme, mais qu'on pouvait s'attendre avec la fameuse gestion là, de est-ce qu'on allait avoir un soft landing de l'inflation, comment est-ce que la politique monétaire des banques centrales, dont la Fed, allait avoir un impact sur les marchés, là, sachant que les hausses de taux d'intérêt en général n'ont pas un impact très très favorable sur la performance boursière. Donc, on se retrouve quand même dans un contexte où on n'a pas encore vécu la prise du mur qu'on pouvait s'attendre. Est-ce que Michael Burry prend cette position-là en voyant quelque chose arriver sur le moyen terme, long terme, moyen terme, long terme, ouais, peut-être pas long terme, mais dans le monde boursier, le long terme n'est pas très très long terme, on va s'entendre. Mais tout ça pour dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il voit à l'horizon ou est-ce que c'est vraiment juste une position liée à la volatilité court terme et que c'est, qui sait, peut-être que c'est strike et peut-être que même ces maturités au niveau des put options qu'ils ont pris, peut-être ça expire à la fin de la semaine. Et donc, qui sait réellement quelle est la volatilité qu'il a pris? Je pense pas que c'est la fin de la semaine parce que c'est une bonne volatilité pour 80% de son portefeuille, là. Mais ça se peut que ce soit quelque chose qui expire très rapidement et que c'est vraiment juste une question de volatilité court terme des marchés. Donc, à prendre avec un grain de sel, mais je trouvais que c'est quand même intéressant. Je sais pas, Gab, si tu as des points que tu veux ajouter. Sinon, je vais peut-être partager un petit peu de mon opinion là-dessus. Puis il y a aussi quand même quelques activités qui ont été prises ou quelques mentions publiques qui ont été sorties de la part de Sion là, et des positions de Burry cette année qui montrent quand même certaines trames au niveau des marchés. Donc, je pourrais parler de quelques cas.
entre autres sur les banques régionales, entre autres sur les titres chinois également. Là, donc, il y a des positions qui suivent un petit peu les tangentes qu'on a vues dans les derniers mois et depuis le début de l'année sur ces deux secteurs-là. En fait, ce secteur géographique-là et ce secteur boursier-là. Donc, c'est quand même quelques points intéressants à mentionner. Mais Burry, comme n'importe quel gestionnaire de portefeuille, n'est pas parfait, n'est pas véridique et il faut faire attention. Encore une fois, c'est pas parce qu'il met, tu le mentionnais en début d'épisode, c'est pas parce qu'il prend la majorité des billes de son fonds et qu'il le met dans une position qui est, encore une fois, connue, mais pas tant que ça. C'est pas nécessairement un gage de certitude au niveau de ce qui va se passer au niveau des marchés boursiers. Mais c'est intéressant d'en discuter, ça c'est certain. Ouais, bah, c'est ce qui est marrant aussi, en tout cas de ce sujet, puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, JP. C'est d'évoquer effectivement un truc qu'on ne connaît pas, c'est que la plupart en fait des stratégies concernant les public equities, donc pardon de l'anglicisme, mais des titres négociés en bourse, donc des actions comme vous achetez, bah, vous pouvez en fait suivre les plus grands asset managers et suivre exactement qu'est-ce qu'ils possèdent en fait. Hein. Tout ça est public, tout ça est disponible effectivement sur le site de la Fed. On appelle ça des rapports 13F, c'est exactement le nom exact. Alors bon, ces rapports-là sont envoyés avec un point CSV là, pour ceux qui connaissent un peu les ordinateurs, etc. C'est pas ma tasse de thé là, donc je pourrais pas vous donner de conseils là, mais on peut avoir des visualisations puis regarder un peu c'est quoi les vues des différents effectivement gestionnaires d'actifs. Puis bon, Sion, ce qui est marrant quand tu vois évidemment leur rapport, bah, c'est que vraiment au niveau de leur stratégie, on est complètement différent par rapport à ce qui se fait comment dire, dans d'autres secteurs. Et je pense que le plus intéressant, c'est que ce sont des stocks qui sont très concentrés, tu vois. Au niveau des weights, alors d'ailleurs, il y a un petit site qui s'appelle Whale Wisdom que je vous recommande, justement, qui reprend tous ces 13F. Bah, essaye de comparer, par exemple, un fonds de pension canadien dont on taira le nom, mais il y en a plusieurs probablement que vous connaisserez, je pense, en vous souvenant, en faisant une recherche sur Google, vous pourrez les retrouver. Tu vois, tu as des portefeuilles très marché, tu vois, avec des secteurs, plein de classes d'actifs, etc. Puis des poids, on va dire, dans les différents secteurs sont très importants. Alors que chez Sion, tu vois, au niveau du nombre de holdings, c'est beaucoup plus petit. Il y a une trentaine d'actions, tu vois, donc pas grand-chose, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie à stock concentré, en fait. Donc énormément de risques, du coup. C'est un peu la stratégie, en fait, de ce genre de fonds de hedge funds, hein, parce que rappelons que Blurry, à l'origine, c'est un hedge fund investor, donc c'est un type, quand il avait fait son pari, en fait, en 2008, il était connu, évidemment, pour avoir fait, comme tu te souviens, comme tu l'as dit, le Big Short, donc ce qui a donné, évidemment, le nom du film, hein, et du bouquin, à l'origine de... j'ai perdu le nom de l'auteur, mais le bouquin qui a inspiré le film avant, là, donc et la stratégie ont été un peu différente, c'est que là, au lieu d'être dans des stocks, dans des facteurs, en tout cas une exposition en stock, et ben là, à l'époque, tu vous souvenez, il avait pris des expositions dans des produits dérivés liés au crédit, en fait, des compagnies, les fameux credit default swap dont on avait un peu parlé, là, donc qui était le but, c'était de parier à ce que tout le monde se pète la gueule, hein, c'est un peu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que historiquement, Blurry a eu raison, donc les gens, ils vont penser, ah bah oui, il a forcément raison. Faut vraiment faire attention, tu vois, évidemment à suivre comme des gourous, évidemment, l'action de une personne. C'est pas parce que tu as eu raison une fois que tu as toujours raison par la suite, tu vois. Donc, si c'est effectivement, il y a une thèse d'investissement qui est construite, effectivement, ça peut se valoir le coup, etc. Et puis, ça peut être intéressant. Je pense que dans ce genre de cas, et comme on le dit souvent, évidemment, il faut être toujours prudent là, par rapport à ce genre de stratégie. Et je dirais aussi, ça je pense que c'est un biais un peu d'investisseur, une espèce de biais de conservatisme. C'est toujours mieux vu en fait d'être pessimiste que d'être positif en fait par rapport à l'état de l'économie. En effet, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont encore très négatifs. Peut-être que tu voudras continuer là-dessus, JP, là, mais c'est plus facile de dire ah oui, on a peur de l'inflation, etc. On a peur du ralentissement de la croissance économique, on a peur des prix de l'énergie, parce que c'est vrai que moi, et puis je me fie sur ce que je vois, hein, moi, dans la vie, là, mais je regarde la station essence qui est juste derrière chez moi, tu le sais bien, JP, là, mais ça fait 3 semaines que je vois les prix de l'essence qui s'envolent, et tu te dis, bah ouais, mais les prix de l'énergie, ça impacte réellement les compagnies, parce qu'elles n'ont pas toujours la possibilité de passer leur hausse de coûts vers les clients.
Surtout en des périodes d'inflation, les gens sont un peu plus précautionneux, je pense, au niveau de leur budget, etc. Et c'est des choses qui nous font réfléchir. Et bon, c'est vrai que j'ai un peu peur que cette espèce d'annonce soit un peu prématurée, qu'il y ait comme un d'effet d'engouement en disant Blurry a eu raison par le passé, donc on va le suivre effectivement là-dessus. Je pense pas que c'est toujours la meilleure attitude intellectuelle à suivre, c'est toujours avoir plusieurs opinions, puis la rendu là, prendre des décisions comme tu le penses. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Exact. D'ailleurs, l'auteur du livre qu'on parlait de Big Short, Michael Lewis, était le nom que tu cherchais, je crois. Oui, exact. Et ce que je voulais ajouter, en fait, et qui est très intéressant, tu as touché un petit peu le point, là, tu as un peu fait le service, et j'arrive avec la volée, là. Ça a été fait dans les règles de l'art, parce que c'est normal, tu l'as mentionné, c'est important et c'est requis de faire ce genre de mention au SEC pour un fonds comme celui de M. Burry. Par contre, la sortie publique qui est disponible, qui est connue, ça tombe dans les médias et tout, ça amène un peu le résultat qu'il désire. Si le fait d'une position put au niveau de ETF qui suivent le Nasdaq et le S&P 500, ben c'est sûr que ça sort publiquement, tu l'as dit, le monde s'inquiète. C'est sûr que même moi, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut réellement arriver? On se questionne, ça amène, tu l'as dit, l'effet pessimiste. Le fait que peut-être certaines personnes vont réellement, en fait, pas peut-être, il va y avoir des personnes qui vont réellement prendre des positions ou liquider peut-être des positions qui vont être dans des compagnies liées au S&P 500 ou au Nasdaq ou même juste des positions dans ces ETF-là qui ont été put par Burry. Et ça amène indirectement un petit peu de volatilité sur le montant qu'il a investi. Ça reste que cet effet-là vient faire en sorte que si là, ces options put, il pourrait essayer de profiter d'une manière. En fait, ça crée des mouvements de marché qui ne seraient pas arrivés si c'était pas sorti publiquement. Même si c'est légal, c'est officiel, c'est requis, ça reste que l'effet boule de gomme, qui est le nom de Burry, qui est encore une fois la prestance de cette personne-là, l'historique, comme on l'a mentionné, lié au Big Short sur le marché immobilier américain, ça amène que ça fait du bruit, ça amène des prises de décision au niveau autant de petits investisseurs comme nous que d'investisseurs plus larges qui vont prendre des positions pour suivre peut-être ce qui se passe, ça va créer de la volatilité dans les marchés, ça va peut-être faire en sorte que cette position-là va profiter à très court terme, mais peut-être c'était juste ça. Donc ça fait, encore une fois, je reste quelqu'un qui croit beaucoup à l'efficience des marchés. Je trouve ça un peu triste parce que ça fait dérailler les choses par une belle semaine d'août. Et peut-être que sans le savoir, comme je l'ai dit, en sachant qu'on ne sait pas les strikes et on ne sait pas non plus les maturités de ces options-là, mais ça amène le fait que peut-être c'était un truc de gain rapide. Peut-être qu'il pensait réellement, comme on l'a dit, son fonds n'allait pas trop mal cette année d'ailleurs, là, donc il n'est pas en recherche de quick gains. Mais peut-être que c'est ça, je l'ai dit, il y a ça. Donc il y a le fait que la sortie publique va avoir des effets non désirés ou non prévus sur les marchés boursiers en termes de prise de position, d'achat, de vente, liées à l'industrie en fait, plus globalement aux actions listées aux États-Unis et aux ETF en question. Mais également, il y a le point, je l'ai mentionné en tout début, la Fed s'en vient. On sait que la décision de la Fed qui arrive présentement pourrait possiblement avoir un impact, parce que si on parle encore une fois d'une hausse possible des taux d'intérêt, c'est sûr que bon, je ne vais pas partir sur un rant face à Powell, mais on sait que ça commence à faire un peu, là. Mais si la Fed continue et décide de faire une augmentation, c'est sûr que les analystes, je pense, présentement, ne s'entendent pas autant. Donc, il y a quand même un certain terrain pour que la sortie, je le mentionne toujours de manière dérisoire, et je sais que c'est pas le cas du tout, je ne veux pas attaquer les économistes de la Fed, etc., mais leur espèce de petite sortie café, sandwich pas de croûte pour sortir une augmentation ou un maintien des taux directeurs, c'est la vision que j'ai qu'ils font. Là, ils choisissent une nouvelle ville, puis ils font ça. Là, au lieu de Boulder, Colorado, on va aller ailleurs dans l'année. C'est toujours un peu le même truc, là. Ça reste que présentement, il y a quand même un terrain qu'on n'est pas aussi certain. Donc, cette incertitude-là, en plus de l'incertitude qui a été causée juste par la sortie publique de l'énorme position de Burry sur les options put, amène encore une fois le fait que peut-être c'est des gains court terme, mais qu'on va complètement oublier ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'angles qui ont coulé déjà. Il y a beaucoup de discussions qui ont été faites dans des podcasts comme le Note qui vont peut-être mettre l'emphase là-dessus et mettre de l'attention là-dessus. Je pense que c'est intéressant à suivre. Parce qu'encore une fois, si Burry est capable de faire des gains rapides liés à ça, liés à la fois à la sortie publique et aux décisions d'investisseurs qui n'auraient probablement jamais pris cette décision-là si c'était pas sorti publiquement cette position-là, cette semi-prédiction bearish de Burry, et en plus la Fed,
J'ai peur que ce pattern-là d'une semaine d'annonce de Fed, mais on ait peut-être d'autres fonds qui vont essayer de prendre ce genre de position-là pour faire des gains rapides. Et moi, je ne suis pas un fan des gains rapides. On avait pensé faire un sujet d'ailleurs, et on le fera peut-être en suivi, mais de croissance versus valeur. On l'avait fait, je pense, au deuxième ou au premier épisode du podcast à l'époque. J'étais quelqu'un croissance, je suis maintenant quelqu'un valeur. Je trouve ça embêtant lorsqu'il y a des quick gains qui sont faisables, lorsqu'on peut créer de l'inefficience dans les marchés pour faire des gains sur la volatilité. Et après ça, on met ça sous le tapis et that's it. C'était un peu le cas à l'époque. Avec les fameux avec Reddit là, j'oublie le nom, on dirait que c'était hier, mais ça fait des années déjà là, mais avec les stocks que le monde achetait, puis il y avait de la volatilité, puis des gains rapides qui étaient créés de cette manière-là. Faut pas l'oublier, il y a des gagnants et des perdants au niveau des marchés boursiers. Cette énorme position-là, si elle rapporte à Sion, mais ça va faire perdre à d'autres personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si c'est basé sur une inefficience court terme qui est créée par les marchés avec la volatilité liée à la Fed, à l'annonce de la Fed, plus juste une annonce publique d'une position short épouvantable de 90% du book de Sion, moi, je suis pas un énorme fan de ce volet-là. Encore une fois, je ne vais pas virer ça en place au débat, là. Mais c'est sûr que ça me laisse un petit peu dans le doute. Et comme on l'a dit, c'est juste aussi à quel point est-ce qu'il y a des projecteurs qui sont mis sur Bury. On l'a mentionné, on en entend beaucoup moins parler depuis des Big Short et c'est normal. Mais ses positions, donc il a vendu énormément de positions dans des titres chinois et encore une fois, ça lui a rapporté quand même pas mal. C'était JD, entre autres .com puis Alibaba. Il a aussi vendu beaucoup de positions dans les banques régionales américaines, ce qui a aussi été plutôt profitable pour son book. Je pense entre mai 2023 et mai 2020 et mai 2023, il a fait, je pense, 56% annuel de rendement, là, ce qui battrait effectivement la majorité des indices. Donc, il reste un asset manager qui est en mesure de générer des retours qui sont plus intéressants que les indices, par exemple, qui peuvent être des comparables. Je ne sais pas quel indice, d'ailleurs, son fonds suit. Là, tu l'as dit, je pense que s'il est très ciblé dans quelques titres, ça serait intéressant de voir quel est son benchmark, mais ça, c'est pour un autre sujet, là. Mais il est également vendu, comme on l'a dit, là, dans des First Republic, des PacWest de ce monde. Donc, il ne prend pas nécessairement des mauvaises décisions, il ne prend pas nécessairement des positions qui ne fonctionnent pas. Par contre, encore une fois, sa stratégie d'investissement de son fonds est pas nécessairement axée sur le long terme. Là. On est loin de Buffett à la base. Mais aussi, je pense que c'est important de faire attention à ce qui se passe présentement. Il ne faut pas nécessairement tirer des trop grandes conclusions liées à cette position-là. Il faut voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est juste du court terme? Est-ce que c'est à moyen terme, long terme? À suivre. Après, c'est là où c'est intéressant, c'est que so far, si on fait une interpolation, on va dire un peu abstraite de son pari, il est fort improbable que pour le moment, il est dans le rouge sur cette position-là. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est que si tu compares en fait les deux 13F qui ont été publiés, cette position-là n'y était pas en fait au premier trimestre de 2023. Rappelons que les rapports doivent être envoyés au maximum 45 jours après la fin du trimestre. Donc en l'occurrence 31 mars, 30 juin, etc. Donc si tu fais un calcul, ça veut dire qu'il l'a acheté à peu près au mois de mai. Là. Donc si on reprend évidemment l'indice de référence, alors oui, je te l'ai dit, effectivement, il a des bêtes concentrées, mais il a surtout effectivement cette position qui est en fait un put en fait sur le S&P, le SPY, là, qui est l'ETF principal qui suit le S&P 500, qui est un des plus gros ETF aux États-Unis, là, mais qui suit l'indice S&P 500. Puis il a fait la même chose sur l'indice Nasdaq là, pour faire la même chose avec un peu plus de valeur marchande par contre pour SPY. Et ben tu vois, il a acheté cette position-là, effectivement, entre ces deux dates. Donc jusque-là, après ça, on va aller regarder, effectivement, au niveau du rendement durant cette période-là. Le rendement du S&P 500 a quand même été positif durant cette période-là, en moyenne. Il n'a commencé à décliner le S&P 500 qu'en fait au début du mois d'août. Donc ça fait à peu près 15 jours que les marchés vont un peu moins bien, si vous suivez un peu là-dessus. Et rappelons que les options ont un effet. Les options de vente, elles ont un effet ce qu'on appelle un delta négatif. C'est-à-dire que si le prix de l'indice augmente, elles perdent en valeur. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre épisode placement de produits là, sur les Grecs, donc, qui va reprendre un peu ces termes-là. Mais elles ont un delta négatif, donc quelque part, il est fort à parier, effectivement, que cette position-là a perdu de l'argent, tu vois. Après, on ne connaît pas tout, effectivement, comme tu l'as dit, JP, notamment la date d'expiration, parce que ce dernier va avoir un effet important, un effet qu'on appelle le θ, donc qui est combien en pourcentage par jour l'option perd de valeur, effectivement, avec le temps qui passe, parce que c'est une option,
c'est comme une police d'assurance. Au fur et à mesure que le temps passe, et ben quelque part, cette droit d'acheter à un certain prix à un certain moment perd de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc, effectivement, tu as l'effet θ qui commence à prendre beaucoup en considération quand tu es avec des options qui sont à courte durée. Donc, si ce dernier, Michael Blurry, a pris des options à très courte durée, il est fort à parier qu'il a fait énormément de pertes parce que non seulement il n'a pas gagné effectivement, il n'a pas gagné sur la valeur du prix spot, donc l'effet delta, mais il n'a pas pris aussi de l'argent. L'effet θ lui a été très négatif pour des options à très court terme. Donc je me doute bien qu'il a dû probablement prendre des options à un peu plus long terme, donc parier par exemple sur 1 an par exemple, où effectivement le coût des options va être beaucoup plus élevé parce que l'option, quelque part, le choix d'acheter ou non à tel prix vaut plus comme le temps est plus élevé. Mais tu as un effet θ qui est beaucoup plus mesuré parce que le temps passant est un peu moins. Et l'effet du temps qui passe est un peu plus faible quand tu es très très loin en fait, de l'échéance de l'option. Donc c'est surtout quand tu es très proche en fait, de l'échéance que là tu perds énormément en valeur à tous les jours quelque part. Et la question aussi qu'on ne sait pas, puis là c'est dernier, là pour ceux qui sont les plus avancés en stratégie d'option, et pourront le savoir, c'est est-ce qu'il a est-ce qu'il a un edge justement par rapport à d'autres effets qui peuvent être effectivement très, très conséquents, notamment l'effet gamma. Quand ça commence à bouger, tu as besoin de rebalancer ta position. Donc ça c'est toutes des questions que je poserais effectivement à Michael Blurry au niveau de sa stratégie d'option. C'est quelle couverture il a derrière tout ça, parce que c'est vrai que rendu là, c'est un stock, en tout cas c'est un pari qui est extrêmement risqué. De prendre des options d'ailleurs, ça je le précise pour vous chers auditeurs d'ailleurs, mais acheter des options sans sous-jacent, ce qu'on appelle des naked options, c'est extrêmement risqué là. C'est un pari avec un levier monstrueux, parce qu'effectivement tu payes pas grand-chose, mais tu as un upside, un potentiel d'upside très élevé. Mais par contre, effectivement, si l'option vaut rien, tu as tout perdu. Tu as perdu la prime que tu as achetée au début là, donc c'est pour ça que c'est un jeu quand même relativement dangereux. Là. Non, exact. Donc, je pense que c'était une bonne démystification. Ça fait un petit peu écarquiller les yeux. Lorsqu'on voit sortir cette nouvelle-là, ce qui est intéressant, c'est bon, on risque de voir dans les prochains mois, tu l'as dit, là, face à la position qui a été annoncée bien après la réelle date de prise de position là, par Sion. Ça reste qu'on va pouvoir le voir là, assez vite au niveau des prochains mois sur la performance de ces deux indices-là et des ETF, comme tu l'as dit, le SPY et le QQQ. Donc à suivre sur qu'est-ce qui va se produire là-dessus. Top intéressant. Mais lançons effectivement le deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc, sujet encore une fois là, de suivi. On en avait déjà parlé il y a de ça, je pense, quand même assez longtemps. On veut faire un suivi sur ce qui se passe présentement au Liban. Ça a été d'ailleurs le troisième anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth. C'était le 4 août 2020, donc le 4 août 2023 qui est passé il y a un petit peu plus de 10 jours. Était le troisième anniversaire déjà de cette crise majeure-là qui a amplifié un peu le contexte qui était déjà un petit peu compliqué en termes économiques et financiers, et même plus globalement, là, si on sort du monde économique et financier, là, je pense que c'est important de le mentionner aussi sur le volet social. Le Liban là, continue d'avoir quelques enjeux. Plus globalement, on sait que bon, l'inflation, on parle présentement, je pense, d'une inflation dans les 3 chiffres, là, c'est battu en termes de top. Je pense qu'on parle du Venezuela et de je pense qu'il y a 1 ou 2 autres pays là, qui arrivent au niveau des statistiques là, en avant du Liban présentement. On parle également là, de devises locales sur une période de près de 3 ans, a perdu à peu près 98% de sa valeur. Je pense que le GDP, le PIB a perdu 40%. L'inflation, comme on l'a dit, dans les 3 chiffres. La Banque centrale a perdu, je pense, près du 2 tiers également de ses devises étrangères. Donc, il y a le FMI là, qui avait, si je ne me trompe pas, mis en place certaines conditions là, pour offrir un programme de financement. Là, je pense que c'est 3 milliards de dollars US là, qui était basé comme le fait toujours le FMI. On ne fera pas un topo sur est-ce que c'est bien ou non la contribution ou le support que le FMI a pour certaines économies qui sont soit en développement ou soit ont besoin d'un certain soutien, là, mais certaines des conditions n'ont pas encore été atteintes présentement. Il y a des réformes qui ont été mises en place quand même au Liban, mais peut-être pas l'ensemble des réformes qui étaient requises. Donc, on se porte avec un pays qui continue à
à avoir besoin de se rebâtir. Le côté économique et le côté réforme restent super importants. Je pense que c'est le gradin politique a beaucoup à faire encore pour essayer de ramener ça. Je ne serais pas la personne qui serait prêt à dire que le fameux 3 milliards de dollars du FMI viendrait réellement tout changer. C'est sûr que le FMI a une position très biaisée face au fait que si le programme n'est pas atteint, les cibles ne sont pas atteintes, je pense qu'il soulevait le fait que la dette publique là, serait au-dessus des 500% du PIB d'ici 2027 et tout. Là, mais c'est bon, c'est les stats du FMI là, à prendre avec un grain de sel. Présentement, je pense qu'il parle qu'au lieu des 500%, on est dans le plus de 250% du PIB là, en dette publique, ces statistiques-là restent pas soutenables du tout dans le temps. Là. Mais on a quand même des indicateurs économiques qui ne sont pas très favorables et ça reste à voir un petit peu. Et c'est là où le place au débat est à prendre avec un grain de sel, mais c'est de voir mais qu'est-ce qui peut être fait peut-être pour contribuer à l'économie du Liban, au-delà de ce qui est Captain Obvious, là, mais la logique qui est, oui, des réformes autant sociales qu'économiques et financières sont importantes. Là. Ça, c'est sûr que c'est une base. C'est pas une recette qui est facile à mettre en place, peu importe le contexte. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine réflexion à savoir quelles sont les forces du Liban et la capacité du Liban à pouvoir se rebâtir. On sait qu'on en connaît beaucoup de très bons amis qui sont d'origine libanaise, mais la diaspora est on doit le dire, une des plus fortes. Là, donc, vraiment un attachement envers le Liban, peu importe où est-ce que ces personnes-là vivent, qui est peut-être, à mon avis, je sais que Gab, tu vas avoir également des points à ajouter, là, mais qui est, à mon avis, un vecteur quand même important sur lequel peut-être bâtir dans le but de renforcer le Liban lui-même, parce que cet attachement-là est tout à fait notable et tout à fait notoire. Ce n'est pas tous les pays qui le feraient, mais le Liban en a une très bonne. Et je pense que ça peut être peut-être un des dominos quand même importants pour favoriser, encore une fois, l'essor du Liban et surtout de la population. Encore une fois, c'est beau l'économie, c'est beau les coffres du gouvernement, c'est un point. Encore une fois, ça, il faut que le gouvernement se porte bien et soit dans les mains des bonnes personnes, mais je pense qu'au moins pour que le contexte de vie soit plus soutenable pour la population, je pense que la diaspora et les supports financiers, les transferts qu'on peut connaître peut être un point important. Surtout, on le dit, l'inflation est un concept que plusieurs découvrent présentement dans leur vie. Là. Lorsqu'on parle d'une inflation dans les 3 shifts, et nous, on en parlait dans le premier segment, là, mais avec le poste d'essence à côté, c'est de la petite bière, on s'entend par rapport au taux d'inflation qu'on connaît au Canada par rapport au Liban. Donc, c'est dur de comprendre à quel point ça peut être difficile le mode de vie et la vie courante pour les Libanais et les Libanaises. Donc, je pense que c'est là où on doit peut-être plus penser au volet social. Gab, tu vas rire de moi, là, je suis quelqu'un qui joue d'un côté et de l'autre du tableau entre la droite et la gauche. Là. Bon, je me situe clairement à gauche sur cette opinion-là. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à voir. Et oui, j'attaque un peu le FMI, donc clairement que je me situe pas trop sur la droite dans mon segment d'aujourd'hui. Mais je te passe la parole pour donner un petit peu ton avis. Là. Ouais, après, c'est vrai que c'est ça qui est assez particulier avec les situations du Liban, c'est qu'il y a 50 ans, ce pays-là était vu comme la Suisse, en fait, du Moyen-Orient. Clairement, c'était peut-être l'un des pays les plus riches, en fait. C'était le pays le plus riche du Moyen-Orient, puisque c'était non seulement une place importante, effectivement, pour le commerce, etc., mais aussi, en fait, au niveau même de la diaspora. Tu as dit qu'effectivement, est très importante à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, bien évidemment, au Brésil, d'ailleurs, qui est aussi le pays où il y a le plus de Libanais à l'extérieur. Il y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. C'est là où tu te rends compte que c'est complètement fou. Évidemment, en Europe, vous le savez bien, on a énormément de communautés d'origine libanaise, évidemment, qui vivent aussi en Europe. Et ce qui est assez particulier, évidemment, avec ce pays-là, c'est que malheureusement, il a un peu subi, en fait, plusieurs problèmes, mais notamment... je pense que le premier, c'est le problème politique. On sait que ce pays-là a connu évidemment une guerre civile terrible qui a duré plus de 25 ans, si je ne me trompe pas. Donc 15 ans, pardon, puisque c'est 1975, si je me souviens bien. Puis l'accord du Taïf, là, qui est le truc qui a mis fin en fait à la guerre civile, ça a duré, c'était en 1990. Donc oui, pardon pour ma soustraction, là, ça fait 15 ans. Et le pays vit encore évidemment sur... cette espèce de paix compliquée en fait entre les différentes communautés. Rappelons que la guerre du Liban est un conflit ethnique en fait entre les différents conflits religieux, effectivement entre les communautés, les milices, on va appeler ça comme ça, chrétiennes libanaises, notamment les maronites et les grecs orthodoxes, et de l'autre côté les milices chiites et sunnites, donc qui étaient même elles entre elles pas tout à fait toujours très d'accord. Donc c'est là où tu te rends compte que le compromis politique aussi dans ce pays est extrêmement compliqué, puisque le système politique, rappelons-le, fonctionne sur ce qu'on appelle le confessionnalisme.
le président est maronite, le premier ministre est, si je me trompe pas, est sunnite, si je me trompe pas. Corrigez-moi dans les commentaires là si je fais une énorme bourde là. Et je crois que le chef du président du Parlement est, comment dire, chiite, donc ou peut-être le contraire là, en tout cas avec le Premier ministre. Et ce qui fait qu'en fait tout est basé effectivement sur le système ethnico-religieux en fait, et ça contribue évidemment à une corruption très importante évidemment au niveau politique, donc notamment dans les politiciens. On le sait que l'ancien Premier ministre qui était Monsieur Saad Hariri, là, qui était le fils de Rafik Hariri, grand ami de la France pour le coup. Il y avait des histoires de corruption évidemment très importantes évidemment dans le pays, notamment effectivement avec tout le système de devises. Et ça, je pense que c'est un deuxième point. Ça va faire une belle transition pour le deuxième point. Le système de devises, donc la livre libanaise avait perdu énormément de sa valeur. Elle fonctionnait avec un régime, rappelons-le, de change fixe avec le dollar américain, mais ce taux de change, évidemment, ce peg, comme on appelle ça en anglais, là, pardon pour l'anglicisme, et n'était pas du tout respecté. C'est comme si tu avais un taux de change de 1 pour 1, mais dans les faits, dans le marché noir, ce taux de change était beaucoup plus faible, évidemment, pour la livre libanaise. Ça a perdu énormément de sa valeur, ce qui témoignait qu'en fait, les investisseurs n'avaient plus confiance, évidemment, par rapport à la protection, au taux de change qui était publié. Et ce qui faisait aussi un espèce de système de corruption, parce que l'élite avait la possibilité de convertir au taux de change, mais pas, évidemment, les citoyens. Tu l'as dit, un autre problème, c'est l'accès à l'argent. Le système bancaire aussi a été très endommagé au Liban, notamment avec les restrictions de retrait de devises, parce qu'on sait que c'est une économie qui est très riche, où énormément de liquidités dans le système bancaire. Système bancaire qui pèse plusieurs fois le PIB du pays, donc tu vois où il y a une espèce de déconnexion en fait entre l'économie réelle et l'économie bancaire libanaise, donc qui a contribué à ce que les banques libanaises refusent la sortie de devises étrangères, parce qu'on sait que beaucoup de transactions s'effectuent en devises étrangères au Liban, donc c'est très compliqué pour ça. Fait que effectivement, tu as deux classes de population, une classe qui malheureusement malheureusement est capable d'accéder à ces sous, puis en fait heureusement, et une classe qui malheureusement, et c'est là où c'est terrible, ne peut pas retirer. On a vu d'ailleurs des images terribles de gens qui commençaient à voler leur propre banque. Enfin, tu vois, ils braquaient la banque pour retirer leur propre argent. Tu vois, c'est assez évidemment horrible, mais c'est ironique parce que c'était pas non plus un vol, c'est ton propre argent. Donc, terrible de voir ces images-là. Donc, je pense qu'effectivement, le système monétaire est complètement pourri depuis des années. Et je crois que depuis 3 mois maintenant, la livre libanaise a été dévaluée officiellement. Même si on estime que la dévaluation n'est pas, comment dire, au taux de change réel qui se fréquente encore une fois sur les marchés pour la livre libanaise versus le dollar américain. Donc c'est là où ça va être intéressant en fait de suivre effectivement le troisième point qui est au niveau les tensions. Parce que c'est vrai que ce qu'on veut éviter à tout prix dans la région, c'est un regain des tensions. On sait que le pays aussi est dans une situation politique aussi compliquée. Oui, il y a eu un rapprochement très léger avec l'État hébreu dans les derniers mois avec, je ne sais pas si tu as lu ça, JP, là, mais sur le fameux accord gazier, là, ils sont en train de faire une espèce d'accord où on dit, oui, on ne se reconnaît pas encore mutuellement, parce que vous le savez que, évidemment, le Liban ne reconnaît pas Israël, puisque pour des raisons historiques, évidemment, en fait, depuis la création de l'État hébreu, ils ne reconnaissent pas l'indépendance d'Israël. Il y a eu un accord mais verbal qui a été dit oui, on reconnaît le gouvernement qui occupe la Palestine occupée, nous avons signé un accord gazier, etc. Donc il y a quand même un réchauffement des relations, comment dire, avec l'État hébreu. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a la remontée en force de l'autre côté des Syriens qui, on sait, ont occupé le pays jusqu'en 2005, si je ne me trompe pas. Donc jusqu'à très tard, ils ont occupé l'est du pays. Donc où ça va être intéressant de suivre ce fameux jeu politique qui va se passer, etc. Mais comme tu l'as dit, JP, malheureusement, c'est que ce jeu politique et ce jeu de corruption, puis un système politique complètement pourri, pourrit la vie en fait des citoyens, effectivement, comme tu l'as dit, puis il permet pas au Liban pour le moment de s'en sortir comme il devrait s'en sortir, en sachant que c'est un État, encore une fois, très riche et très développé. Exact. Puis, je pense qu'un des points qui entraîne, puis comme on l'a dit, on le connaît également dans nos cercles d'amis, c'est que le contexte entraîne aussi beaucoup d'exodes
de talent, de cerveau, de famille également qui vont refaire leur vie un peu dans la diaspora. Tu l'as mentionné au Brésil, c'est le cas en Amérique du Nord, au Canada et en Europe, et vont s'éloigner, ils vont se distancer un petit peu là, pour essayer de justement laisser de côté le bordel qui peut arriver présentement au niveau du Liban, et c'est là que ça n'aide pas nécessairement la cause. Donc, on espère une boucle qui va ramener des choses, encore une fois, de manière plus favorable. Mais c'est certain que les complications sont bien connues depuis quand même assez longtemps, et que les résolutions ne sont pas évidentes, ne sont pas simples à mettre en place. Et je l'ai dit, c'était le cas pour les FMI, c'est le cas également pour plusieurs gouvernements occidentaux là, qui vont essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre là, au niveau du contexte par l'entremise des ambassades et tout. Je ne pense pas que ça marche. C'est un contexte que je connais et qui m'a été lié, mais je pense qu'il y a certains points également là, qui montrent que les Libanais sont les mieux placés par eux-mêmes pour soulever le problème. Encore une fois, il faut que ça tombe dans les mains des bonnes personnes. Et il faut encore une fois assurer que cette transition-là et cette résolution-là se fasse avec idéalement des dénouements rapides de solutions qui vont aider la vie des personnes et des citoyens et des travailleurs au Liban. Là. Je pense que c'est compliqué de changer un système et de rebâtir un système. Mais il faut qu'il y ait des solutions rapides qui soient mises en place pour que le côté humain et le côté social puissent quand même suivre son cours. Un système peut changer, il peut y avoir des problématiques côté politique. Et il faut idéalement qu'il y ait une certaine stabilité sociale, une certaine stabilité culturelle et une base financière et économique qui quand même tient la route. Je pense que c'est un peu là le problème. Là, ce qu'on voit, c'est que le château de cartes tombe beaucoup avec le volet politique, et la suite ne se rebâtit pas et même s'amplifie à cause des amplifications des problèmes politiques. Je pense qu'il faut qu'il y ait des solutions qui soient quand même mises en place et qui fonctionnent. C'est sûr que je parle encore une fois de mon siège. C'est bien évidemment la volonté de tous, là, ça c'est certain, et de toutes. Mais je pense que c'est un pays qui est fascinant et qui a encore une fois beaucoup d'intérêt, qui a un rôle très important dans cette zone géographique-là. Donc, un Liban fort est un Liban favorable pour bien des choses et pour, encore une fois, une économie circulaire qui fonctionne. Donc, à suivre. Je pense que c'est un topo qui est intéressant. Je ne sais pas, Gab, si tu veux avoir le mot de la fin d'ailleurs sur le sujet. Non, et puis quid, je pense que le dernier quid, ça va être avec des questions énergétiques, hein, parce qu'on sait que l'un des gros problèmes majeurs de ce pays, et puis on terminera peut-être là-dessus, là, mais c'est la question évidemment de l'électricité et puis de l'approvisionnement en fait en essence. Je me souviens qu'il y a en fait juste après l'explosion du port, on voyait des tweets avec des centaines et des vidéos là sur Instagram avec des milliers de personnes qui attendaient parfois des heures pour aller chercher en fait 1 litre d'essence, où tu vois que c'est complètement débile. Et c'est vrai que malheureusement une économie où les questions énergétiques sont pas résolues, où tu as un manque crucial d'électricité, etc., bah ça peut pas marcher. Donc je pense que ça c'est une des priorités. Et puis donc la sécurité énergétique, c'est sûr, c'en est un. Puis c'est devenu, tu le sais, depuis la guerre en Ukraine, vraiment une question que maintenant tout le monde se pose. Tous les décideurs politiques, c'est une des priorités qui sont devenues la santé depuis le Covid. Évidemment l'énergie, l'éducation, etc., qui sont évidemment des priorités. Sur le côté éducatif, je me pose un peu moins de problèmes parce que le Liban a des très grandes connexions encore, notamment avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis évidemment, parce qu'ils ont quand même gardé des très bonnes relations avec la plupart des États occidentaux et même les États orientaux. C'est là où c'est assez drôle et atypique comme situation. Et aussi évidemment des liens évidemment très forts avec la France, qui, rappelons-le, c'était l'ancien mandat pour la Syrie et le Liban, puisque c'était après l'indépendance, l'éclatement de l'Empire ottoman, le Liban est passé sous contrôle français dans le cadre d'un mandat de la Société des Nations, là, rappelons-le, c'était le cas par exemple de la Syrie puis de la Palestine du côté des Britanniques. Là, donc ça reste une région évidemment très fascinante, très compliquée. C'est pour ça qu'aussi nous jugez pas, on va dire, si évidemment on omet des faits, parce que c'est extrêmement compliqué. Par exemple, j'ai résumé en 30 secondes la guerre du Liban, mais c'est extrêmement complexe, hein, évidemment comme conflit, et puis comme région, comme système politique. Je trouve que même après avoir parlé quand même avec beaucoup de gens, effectivement, sur ce pays, bah, j'ai encore beaucoup de difficultés à dire exactement comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est compliqué, etc. Et puis tout est évidemment des questions ethnico-religieuses sont très clivantes et très sensibles, encore une fois, dans ce pays.
Exact. Donc, sujet intéressant, sujet à suivre. Encore une fois, on en avait déjà parlé. Ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qu'il y en est. Toujours, on souhaite le mieux, surtout dans un contexte où c'est un place au débat qui a un impact social. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci Gab pour ta contribution. Le plaisir. Merci tout le monde pour votre écoute. Donc, comme à l'habitude, je boucle la boucle de ma petite introduction. Donc, sur YouTube, vous pouvez nous retrouver en fait sur plusieurs plateformes. Sur YouTube, notre plateforme clé pour les commentaires et les opinions publiques. N'hésitez pas, je le rementionne, c'est important d'aller partager votre opinion, vos sujets, vos visions. Encore une fois, faites-le de manière courtoise. C'est peut-être la clé de ma mention d'aujourd'hui. Si vous voulez le faire de manière plus privée, toujours, il y a l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description des épisodes sur YouTube. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche également pour les notifications. Et sinon, pour la majorité d'entre vous au niveau des plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. De la même manière, si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, des étoiles sur les vidéos. Là. Le référencement numérique aide beaucoup. Et comme toujours, je le mentionne, bouche à oreille, c'est toujours super intéressant si vous appréciez le contenu, si vous appréciez le genre de discussion et si vous avez des débats et des discussions qui en découlent de ce magnifique podcast-là, de manière exactement constructive avec vos proches, vos amis, vos collègues, etc. N'hésitez pas à leur partager également là, nos épisodes et notre podcast. Ça nous fait toujours plaisir de voir la communauté grandir. Et encore une fois, je salue tous les auditeurs, mais je salue également les auditeurs qui nous suivent depuis très longtemps. Gab, tu l'avais mentionné, je pense, dans un commentaire YouTube, mais n'oubliez pas, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on fait le podcast. On le fait par plaisir et on le fait de manière absolument gratuite, sans avoir la moindre rémunération. C'est vraiment une passion. Donc, on remercie ceux qui nous écoutent depuis super longtemps. On sait que vous êtes des habitués et vous savez également le fondement même du podcast. Donc, super intéressant si vous êtes également des personnes qui le partagent. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Salut tout le monde. Bye bye.